Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'hôpital universitaire de Mirebalais, HUM, est en première ligne dans la lutte contre le coronavirus en Haïti. Plusieurs plans de réouverture des écoles sont actuellement à l'étude, selon le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet. Cette reprise pourrait toucher d'abord les classes d'examen. Fantôme 509, considéré comme un groupe terroriste, est désormais dans le collimateur de la police nationale. Pas moins de 7 personnes, dont un ancien agent de police appartenant à ce mouvement, ont été arrêtées. « 15 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées mardi, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, ce qui porte le bilan national à 234 cas et 18 décès. L'Ouest reste le département le plus touché, avec 166 cas et 9 décès, suivi de l'Artibonite avec 27 cas et 5 décès. La maladie est désormais présente dans 35 communes. Port-au-Prince avec 42 cas révélés, Delma avec 39, Tabar 21 et la Croix-des-Bouquets 16 forment le peloton de tête des villes où se trouve le plus de malades du coronavirus. N'oublions pas que ces chiffres peuvent évoluer à tout moment. Un centre d'isolement pour personnes atteintes du Covid-19 a été mis en place à l'hôpital universitaire de Mirebalais, HUM. Lors d'une visite guidée réalisée à l'intention des journalistes, une équipe de Télémétropole a pu constater les mesures strictes de sécurité appliquées par le personnel et notamment le protocole de décontamination. Les dispositions sont de nature à empêcher que le virus soit transmis dans l'environnement. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Nous sommes en train de visiter un centre de mise en quarantaine à l'hôpital universitaire de Mirebalais. Comment fonctionne ce centre? Y a-t-il d'autres dans la région? Quel protocole à respecter pour qu'une personne qui présente des symptômes semblables à ceux du coronavirus soit admise? Autant de questions qui vont être répondues dans le cadre de notre visite. Père de 14 enfants, ce quinquagénaire explique comment il s'est retrouvé au centre d'isolement et ce qui est arrivé aux membres de sa famille. Pas de même, mon cher, c'est grâce à docteur qui pense que c'est normal, bien accueilli, nous, regarder nous passer, de vous parler comme ça, c'est non paradis. Mon n'a pas remis à 40 là. Après être passée par 2 hôpitaux, cette dame est également en isolement depuis 17 jours en raison de ses symptômes sévères. Elle évoque son vécu dans cet espace. Je sens que mon estomac fait mal. Mon estomac fait mal. Parce que je suis en l'air. Mon bon dos a fait mal. Quand il y a là, il est passé mon premier hôpital. Le bon médicament fait bien. Bon, pas même dans 8 jours. Il est bon de la fatiguer, de la dépasser. Mis à part ces 2 cas, 30 autres patients ont déjà été reçus. Kenya Vissière, l'une des responsables de l'établissement, détaille le protocole suivi dès l'arrivée de l'ambulance à l'hôpital. Là, en comprenant, ça c'est porte d'entrée. Le malade la venu dans l'ambulance, c'est là que nous recevons. Et déjà connaît dans quel secteur que vous allez placer. Après avoir effectué des tests pour mieux cerner les pathologies, les patients sont classés en 3 catégories, poursuit Madame Vissière. Si il est dans le stade critique, on a placé dans ICU, qui c'est un soin intensif. Si il est dans le stade côté modéré, on a fait oxygénothérapie pour le 2e secteur de la. Et si il est dans un stade côté que
Les légères, en général, dans le protocole ministériel, il y a en quarantaine domiciliaire. S'il arrive que les personnes atteintes du virus souffrent déjà d'une maladie chronique, 2 cellules spéciales sont aménagées à leurs intentions. Si toutefois on a les malades qui ont COVID-19, mais ils ont une autre pathologie qui pas. Nous ne pouvons pas contaminer le monde qui est en dedans de ça, nous pouvons toujours isoler des produits de ça, donc c'est 2 cellules d'isolement, nous gagnons 1 et 2. Les protocoles de désinfection sont suivis avec rigueur et ceci à tous les niveaux. Là, c'est là de décontaminer tout cas de malade, tout ça qui est malade, c'est-à-dire blousio et drayo, tout bagage. Et c'est là tout, on va prendre des machines à laver que décontaminer. Par exemple, l'équipement ça pour que nous pouvons utiliser, passer dans la machine à laver, il y a un séchage électrique. Une autre salle attire l'attention, c'est celle où sont traités les corps des personnes décédées. Depuis le début de l'épidémie, 30 patients ont été soignés au centre et 4 y sont morts, révèle Kenya Vissière. Là encore, un autre protocole a dû être respecté. Et puis là, ça c'est ça où il y a les salles d'essai, c'est ça le côté où on fait décontamination cadavre. Pas de morgue pour les cas de Covid-19. Les parents de la victime ont 24 heures pour enterrer le corps dans une fosse de 3 mètres de profondeur. Les responsables de l'entreprise funéraire et les proches de la victime doivent porter les mêmes combinaisons que celles des médecins avant de toucher le corps. Car même dans ce cas, le virus peut encore se propager, affirme le docteur. Le responsable morgue, c'est lui-même qui est sous lui. Et le monde qui peut procéder à l'enterrement, c'est même l'équipement de manière que nous isoler le monde qui est potentiellement contaminant ou même ne pas infecter. Au cas où l'hôpital ne parvient pas à établir le contact avec les parents, une décision est prise de concert avec la direction sanitaire du centre. Là, nous contactons la mairie et la mairie, ensemble avec la direction des postes sanitaires centre, ils-mêmes ont organisé pour procéder à l'enterrement dans le cimetière communal. Des soins intensifs sont disponibles 24 heures sur 24 à l'intention de tous ceux qui présentent des symptômes. Toutefois, le représentant du MSPP s'est gardé de révéler où se trouvent les autres centres mis en place dans divers départements du pays par mesure de précaution. Il en a profité pour solliciter la compréhension et la tolérance des membres de la population de chaque département sur l'importance des centres. Dans l'intervalle, de nombreux Mirbalésiens et Mirbalésiennes vaquent à leurs occupations sans le respect du port du masque. Elécie Diolassin et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole. Le Premier ministre haïtien Joseph Jout assure que son gouvernement a réalisé une bonne gestion des fonds dans le cadre de l'état d'urgence. Il révèle que les dossiers des projets sont soumis à la Commission nationale des marchés publics et à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour une vérification a posteriori. Il donne l'assurance qu'il apportera des correctifs si des critiques sont formulées par des organisations de la société civile. Par ailleurs, 2 nouvelles cargaisons de matériel et d'équipements médicaux en provenance de Chine sont arrivées aujourd'hui. Il s'agit des 3e et 4e cargaisons de matériel, dont des surblouses, des surchaussures et des analyseurs biochimiques. La ministre de la Santé, Marie-Greta Roy-Clément, a insisté une fois de plus sur la nécessité de respecter les consignes d'hygiène et de distanciation sociale. Les autorités sanitaires ont indiqué qu'un 2e employé du laboratoire national affecté à la direction épidémiologie a été testé positif au coronavirus. Tout le personnel, soit environ 40 personnes, seront testés. Le directeur du laboratoire, Patrick Dely, a promis de rendre public le résultat de ces tests. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, annonce que plusieurs plans de réouverture des écoles sont à l'étude. La reprise pourrait toucher d'abord les classes devant passer des examens cette année. Suivez les explications du ministre joint au téléphone par Métropole. Nous-mêmes, nous travaillons sur
et plusieurs scénarios. Nous avons mis campé là plusieurs plans de réouverture des écoles et établissements scolaires. Donc, nous avons regardé, et tout d'abord, transmission et maladie, évolution, gravité, pour nous connaître exactement ce que ça va nous faire. Parce que tout bagarre dépend de notamment transmission et gravité maladie, la caille apprenant. Ça veut dire, nous voulons parler de écoliers avec élèves. Okay. Dans plusieurs plans de réouverture et écoles et établissements scolaires, nous avons par exemple, nous avons un plan qui c'est en réouverture et progressive. Et ça veut dire, par exemple, nous connaissons des classes d'examen, et notamment 9e année fondamentale et puis baccalauréat. Nous prévoyons par exemple une réouverture progressive et en même temps tout avec un protocole sanitaire qui est tout en question de nouvel emploi du temps. Ça veut dire nous sommes capables, puisque aujourd'hui à la fois pour éviter effet de foule, il faut que nous respecter les questions de distance sociale. Eh bien, aujourd'hui, l'école a fait dans Haïti, qui est dans l'État, qui est dans le privé, et surtout dans l'État, avec population pléthorique qui est dans la salle de classe, dans l'école. Donc, par exemple, dans le nous dit, dans tout plan de qui est dit, nous avons commencé, par exemple, avec classe d'examen, ou les classes terminales, classe de 9e, emploi du temps, un groupe qui travaille dans le matin, un groupe qui travaille dans l'après-midi. Et en même temps, tout, nous mettons sous pied un paquet de recommandations sous ça nous les gestes et barrières à respecter et avec en même temps mesures d'hygiène avec de prudence. Et Jean de Roultalea, pendant qu'on a continué et faire sensibilisation à question de prévention pour Covid-19 là, faut que nous pas dit pour nous rester tout, nous pas faire rien. Faut que nous travaillions pour nous préparer après Covid-19 là. Les sanctions à encourir par les contrevenants aux dispositions prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du coronavirus seront connues incessamment. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Audin Fils Bernadel. Dans une interview exclusive accordée à Métropole, le ministre de l'Intérieur a annoncé que les autorités vont renforcer les mesures afin de limiter les dégâts. Par ailleurs, M. Bernadel en a profité pour annoncer que des dispositions sont prises pour voler au secours des collectivités territoriales en cette période de coronavirus. Le cadre de travail, non, pas oublier que le ministère de l'Intérieur travaille aussi avec les délégations et les vice-délégations. Donc, on voit que qu'on paraît de l'autre côté, dans certains départements, délégations pourra faire en main. C'est ça qui fait que nous même toujours demandé la police accompagner. Parce que nous connaissons, quand pile irréductible aujourd'hui, quand pile monde ne croit en rien, quand pile divin, c'est là où on croit. Et la maladie est réelle, en quelque sorte, que, comme je l'ai toujours dit, quelle que soit l'intervention à faire, ils sont bagages qui non seulement réels, mais très dangereux. Il est très dangereux. Et son maladie qu'attrapant, il passe d'une personne à l'autre. Il est tellement dangereux. Si on maladie d'agadou, si on seulement craché à terre seulement, soulier ou maintenant plus là, passer de cacher, d'abord ça me comprend tout expert dit, ou il va la KO, ça va faire fuiter sur lui, ou bien, ou pas, désinfecter sur lui, moi je ça, rentrer la caravelle, mon accord à payer ça. Il n'y a pas de loi sans sanction. Nous allons obliger, mais nous apprenons, nous allons eh bien, sanction à venir très bientôt, probablement, au cours de ce week-end, ou bien jusqu'à lundi, ou bien mardi, au cas d'attendre ensemble de mesures qui prend. Et mesures, ça, ce pas des mesures coercitives qui vont non, mais c'est des mesures qui vous disent, non, si on freine tel bagage, mais ça qui arrive, là, ça. Parce que, dis-moi ça, l'objectif, nous, aujourd'hui, c'est permettre que moins de monde frappé, pas moins de monde mourir seulement, moins de monde frappé de maladie, ça. Eh bien, si mesure ça, nous allons prendre, nous allons respecter les ça, on va voir qui sanctionne par rien. Nous obligés, parce que l'on veut ou non, il faut une sanction.
Les initiateurs et membres de l'organisation dénommée Fantôme 509 seront poursuivis jusque dans leur dernier retranchement. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis-Jeune. Pas moins de 7 personnes, dont un ancien agent de police, ont été arrêtés. Le commissaire Louis-Jeune sollicite la collaboration de la population en vue de mettre un terme au mouvement des Fantômes 509 et placer ses membres hors d'état de nuire. Notons que des individus se réclamant de ce groupe ont saisi les clés de plusieurs véhicules ce jeudi à Carrefour-Tifour lors d'une opération éclair. La Fondation Rose et Blanc a procédé mardi dernier à la remise d'un lot de 3000 kits d'hygiène à la Croix-Rouge haïtienne. Un don qui vise à permettre aux volontaires et aux techniciens de cette institution, présente dans 116 communes du pays, de se protéger lors des campagnes de prévention et de sensibilisation pour faire obstacle à la propagation du Covid-19 dans le pays, explique la directrice exécutive de la Fondation, Mélissa Patro. De son côté, le président de la Croix-Rouge haïtienne, Guito Jean-Pierre, a remercié la Fondation Rose et Blanc pour son appui à la lutte contre le Covid-19. L'institution est active actuellement dans le département de l'Ouest, au niveau de certaines mairies, dans le cadre des campagnes de prévention contre la propagation du virus, a expliqué Guito Jean-Pierre, qui a promis d'étendre l'action de la Croix-Rouge haïtienne à l'ensemble du pays. Volontaires, nous avons déjà engagé nos campagnes de sensibilisation au niveau de l'Ouest. Actuellement, nous sommes très présents à Delma et nous travaillons en partenariat avec les mairies. C'est cette stratégie ça que nous développons. Dans la ligne de sensibilisation et de protection, c'est les volontaires de la Croix-Rouge, avec les brigadiers de la protection civile, mais nous appuyons les mairies. Actuellement, nous travaillons avec la mairie de Delma et cette semaine, nous allons passer aux activités de mobilisation avec la mairie de Pétionville et graduellement, je crois que la semaine prochaine, nous avons prévu d'engager nos actions sur quoi des bouquets. Et ça, nous allons le faire dans 116 communes où Croix-Rouge a un bureau que le président. Mais nos volontaires vont beaucoup plus loin. Donc ce ne sont pas uniquement les communes, mais ce sont également des communes beaucoup plus éloignées qui pourraient permettre de nous atteindre tout le pays. Pour nous, quand faire action ça, nous faisons appel à plusieurs organisations caritatives, dont la Fondation, et qui te répondent positivement. En général, et à chaque fois que nous avons un problème, nous avons des partenaires privés, des partenaires de bons samaritains. Et ce n'est pas la première fois que la Fondation a répondu même, profiter de me dire ça. Donc il y a toujours des Haïtiens vraiment de bons samaritains qui nous aident. Mais a priori, la plus grande source de support, nous, c'est la fédération. Actuellement, ils font appel, ils soulèvent à peu près 850 millions de dollars. Mais pas oublier, où ils sont petits, Carl en bas, c'est toute la planète qui a aidé. Le taux de létalité et les conditions de vulnérabilité liées à la montée du coronavirus dans le pays étaient au centre des discussions ce jeudi au Centre d'information permanente sur le coronavirus. La question de comorbidité, de réticence et d'ignorance de certains citoyens et de certaines citoyennes ont fait l'objet de cette présentation assurée par le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le docteur Ernst Noël. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Il est évident que les cas de contamination liés au coronavirus augmentent dans le pays, notamment dans le département de l'Ouest. Alors, quels sont les facteurs qui déterminent cette cause? Quel est le taux de létalité, c'est-à-dire la quantité de personnes qui trouvent la mort par rapport aux personnes infectées? Le docteur Ernst Noël, le directeur du Centre national de transfusion sanguine, répondra à ces questions, entre autres. Le docteur Ernst Noël est préoccupé. Le taux de létalité de la COVID-19 en Haïti est 2 à 3 fois plus important qu'en République dominicaine. Ce qui est capable d'expliquer le taux de mortalité ça que nous avons là. En réalité, Haïtiens, pas à le docteur, généralement, tout autant que le capable de marcher debout et le capable de faire toutes les affaires. Et ça, qui ça l'a entraîné comme conséquence? C'est que probablement, les gens que nous testons positifs pour COVID-19, pour Corona, eh bien, ils arrivent
très très tard dans le moment ça. Les personnes diabétiques souffrant d'hypertension artérielle, celles atteintes de maladies cardiovasculaires, d'anémie falciforme parmi tant d'autres, sont les plus vulnérables et les plus fragiles au coronavirus, rappelle le Dr Noël. Les que nous avons des gens qui sont en contact avec des malades qui confirmés, qui présentaient déjà les comorbidités et qui te vivent près avec moun ça, il va être plus bon pour tester au plus bonnet sans pas attendre que vous gagnez particulièrement des symptômes. Ça est capable de permettre que vous rentrez dans un circuit de soins beaucoup plus tôt et ça est capable de réduire particulièrement cas graves que nous sommes capables de gagner qui pourraient aggraver en quelque sorte la quantité de monde que nous gagnons pour mourir. En outre, un autre fait qui peut être à l'origine de ce fort taux de décès, c'est le fait qu'un nombre insuffisant de cas est détecté. Le docteur Noël estime qu'il est important de sensibiliser la population à la nécessité du dépistage. Quel que soit le monde nous rencontrons dans la rue, depuis qu'il n'a pas fait test pour lui, même si il n'a pas présenté aucun symptôme, il y a une possibilité pour le malade. Donc, ces précautions, mon cas prend par rapport à une autre qui pourra couper chaîne. L'aime gen 7 à 8 moun k'ap mouri, les gen problème est-ce que traitement qu'a mis en place là a permettre que moi-même si me prend maladie à me sortir là-dedans. Et c'est dans ce sens ça faut nous arriver faire ça d'acariller travail sur deux plans. Goumen pour déstigmatiser maladie. Pour tout le monde connaît que moun ka malade et gen moyen pour tester moun et puis pour yo traiter moun. En cette période de transmission communautaire du coronavirus où n'importe qui peut porter la maladie, seuls les gestes barrières et le respect des principes conseillés par les spécialistes et les autorités sanitaires sont susceptibles d'interrompre la course mortelle de ce fléau mondial. Le docteur Ernst Noël en est certain. La COVID-19 n'épargne personne. Nous sommes tous dans le même bateau. C'est à nous de prendre les précautions pour éviter le pire, car prévenir vaut mieux que guérir. Elissi Dieu Lassin et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.